Sur le projet de référendum, la majorité et l'opposition campent sur leur position. Le projet doit être voté ce soir. Le conflit Citroën, le ministre du Travail autorise les 2/3 des contrats d'orientation-qualification proposés par la direction pour éviter les licenciements. Attentat spectaculaire en plein centre de Téhéran, 18 morts au moins et 300 blessés. L'attentat a été revendiqué par une organisation inconnue hostile au régime iranien. Bernard Hinault abandonne dans le Tour du Limousin et pourrait déclarer forfait pour le championnat du monde. Madame, Monsieur, bonsoir. La question basque, qui empoisonne depuis longtemps les relations entre la France et l'Espagne, qui envenime le climat en Pays basque français et qui continue en Pays basque espagnol de provoquer attentats et représailles, la question basque prend ce soir un relief nouveau. À la veille des décisions que doit prendre demain la Cour d'appel de Pau sur les demandes d'extradition formulées par l'Espagne à l'encontre de 5 militants basques espagnols réfugiés en France, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur révèle l'étendue et la nature de la collaboration qui s'est installée à ce sujet entre gouvernements français et espagnols. Et à Madrid, on apprend que le gouvernement socialiste, pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, propose une négociation directe avec l'ETA pour obtenir sa reddition éventuelle, une négociation que seule rend possible la collaboration du gouvernement français. Hervé Brusini et Thierry Calmette. Lorsque M. Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, se rend à Madrid le 14 juin, c'est la surprise. Pour la première fois, les deux gouvernements socialistes essaient de lutter en commun contre le terrorisme. Le 6 août, M. Joxe poursuit les négociations. Déjà en mars dernier, la marine française avait canonné un chalutier. D'ailleurs, selon le Nouvel Observateur, certains chalutiers espagnols transporteraient des armes au profit de l'ETA. Les deux polices ont fiché les 600 réfugiés basques espagnols vivant en France. 200 d'entre eux seraient des responsables de l'ETA. Parmi le reste, 200 autres seraient des sympathisants peu dangereux. Au début de l'été, les membres de l'ETA réfugiés en France sont victimes d'une série d'attentats meurtriers commis par le GAL, un groupe antiterroriste composé d'anciens du SAC et de truands bordelais, parfois victimes de leurs propres bombes. Les commanditaires du GAL pourraient être espagnols. En France, action judiciaire aussi. 24 expulsions vers Panama et l'Amérique du Sud. Des suspects sont éloignés des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, le tribunal de Pau vient de donner un avis favorable à l'extradition de 4 membres de l'ETA. Demain, il doit se prononcer sur une nouvelle demande d'extradition concernant 4 autres militants nationalistes basques. Côté espagnol cette fois, on l'apprend aujourd'hui, l'accord de juin dernier comprend aussi une proposition de négociation directe avec ETA militaire en Pays basque espagnol. Le ministre de l'Intérieur, M. Barrio Nuevo, vient d'affirmer qu'il était prêt, je cite, à s'asseoir à une table de négociation avec Tchomin. Tchomin, c'est le plus haut responsable d'ETA militaire, il est très certainement en France, et cette proposition officielle d'un dialogue avec lui est la toute première faite par le gouvernement d'Espagne. M. Barrio Nuevo ajoute « Tout sera fait en Espagne pour faciliter la réinsertion sociale des terroristes disposés à accepter l'ordre démocratique. » Fin de citation. Cela concerne beaucoup de monde. 350 militants d'ETA se trouvent actuellement dans les prisons espagnoles, des dizaines sont en Amérique latine, plus de 200 sont en territoire français. Il est vrai que déjà près d'une cinquantaine d'entre eux se sont repentis, comme cet homme devenu député du Pays basque. Il y a encore cet autre homme qui a également déposé les armes. Ils sont donc relativement nombreux. Mais de leur côté, les irréductibles seront-ils sensibles aux nouvelles propositions de Madrid? Pour l'instant, selon eux, le discours de M. Barrio Nuevo ressemble davantage à des conditions de reddition qu'à une véritable négociation. En fait, le but réel du gouvernement espagnol est peut-être politique, isoler ETA militaire en montrant au grand jour qu'il refuse toute négociation. En France, la Cour d'appel de Pau doit donc donner demain son avis sur l'extradition éventuelle de 5 militants basques qui observent depuis 15 jours une grève de la faim dans leur prison de Pau. Rentrée sans surprise, sans passion non plus, à l'Assemblée nationale où les députés ont débattu aujourd'hui, une quinzaine de jours après le Sénat, du projet de loi sur le référendum. Comme prévu, l'opposition a voté la question préalable déposée par le RPR Michel Debré qui a dénoncé la manœuvre politique. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, lui a donné la réplique en incriminant les arrière-pensées de l'opposition.
Ce qui importe par-dessus tout pour l'opposition, c'est que un progrès des libertés, et au fond d'elle-même, je suis convaincu que pour la plupart des membres de l'opposition, ils en sont conscients, un progrès des libertés pourrait alors apparaître dans cette conception comme une victoire du président de la République, et pour interdire cette victoire, il vaut mieux refuser ce progrès-là aux Français. Je le répète en effet, voter en faveur du texte gouvernemental, c'est voter la confiance en la politique présidentielle et gouvernementale. Soyons sérieux, mettons-nous au niveau des problèmes de la France et des Français. Comment, en l'état actuel des affaires de notre pays, l'opposition pourrait-elle rallier le camp gouvernemental ? Après M. Debré, plusieurs députés de la majorité et de l'opposition sont ensuite intervenus. Dans les couloirs du Palais Bourbon, Serge Misseret a recueilli les commentaires de quelques ténors des deux camps. Atmosphère des grands jours aujourd'hui à l'Assemblée. Tous les ténors étaient présents. Après les discours très remarqués de messieurs Badinter et Debré, le centre d'intérêt se déplaçait évidemment vers les couloirs où les députés essayaient de faire mieux comprendre leur position, conscients pour la plupart que le grand public comprend mal ce qui se passe. Par exemple, Raymond Barre, qui tout en étant favorable au référendum, a fait sensation en rejetant le texte gouvernemental. Je suis partisan du référendum, je suis partisan de l'extension de l'article 11. Je l'ai dit, je l'ai écrit et je le pense. Mais je considère que nous assistons depuis un mois à ce que j'appellerais un jeu de farces et attrapes. Ce que vous dites là, monsieur le Premier ministre, n'est-il pas un peu contradictoire avec ce que vous avez déclaré avec mon journal Le Monde? Pas du tout, monsieur, pas du tout. J'ai commencé par dire dans le journal Le Monde que je déplorais l'ambiguïté née des déclarations successives du président de la République et l'aspect, si je me souviens bien, l'aspect surréaliste du débat. Olivier Stirn, comme d'habitude, fait bande à part. Il votera avec la majorité. Pour lui, le projet de référendum n'est pas un plébiscite et au passage, il égratigne Raymond Barre. J'ai approuvé une partie de ce qu'il a dit. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, après avoir dit cela, il a refusé le débat en votant la question préalable aujourd'hui. Quelles sont les réactions de vos collègues de l'opposition à votre égard? Demandez-le. Je pense qu'elles ne sont pas très favorables, mais vous savez, je m'exprime en homme indépendant. C'est quelquefois plus difficile. Georges Marchais, lui, votera le texte, mais il pense qu'il y a des choses plus importantes. Nous le votons, mais nous allons rappeler les positions qui sont les nôtres par rapport au référendum. La procédure référendaire ne doit pas devenir un système de gestion des affaires du pays. Côté socialiste, Lionel Jospin affichait, lui, une mine réjouie, mais il n'a pas voulu faire de déclaration. La majorité, en votant le projet gouvernemental, a renvoyé la balle. Aux sénateurs maintenant, donc à l'opposition, de prendre ses responsabilités. Le vote du projet qui doit intervenir ce soir sera lui aussi sans surprise puisque le Parti socialiste est majoritaire à lui seul à l'Assemblée et que le Parti communiste lui apportera en outre son soutien. Reste à savoir maintenant, Albert Duroy, quel sera le sort politique de ce projet de référendum. Ce qui va se passer maintenant ne peut s'expliquer que sous forme de questions, parce que les décisions ne sont pas encore prises, ou si elles le sont, parce que seul le président de la République les connaît. Première question, le projet de référendum, une fois accepté par les députés, sera-t-il purement et simplement retiré puisque le Sénat ne l'a pas voté? Cela permettrait d'interrompre un débat confus que l'opinion n'apprécie guère. Ou bien le projet retournera-t-il au Sénat? Cela permettrait de laisser à l'opposition le dernier mot, qui sera à nouveau un refus. Le choix de la réponse dépend de la deuxième question. Qui subira les conséquences de cette bataille parlementaire et procédurière? Malgré la querelle qui a éclaté à propos de l'un d'eux, les sondages montrent clairement que les Français sont dans leur grande majorité favorables à l'extension du référendum, car ils sont toujours pour être consultés plus souvent. Si le référendum n'a pas lieu, ce sera un échec pour le chef de l'État qui l'avait proposé. Toute la stratégie du pouvoir consistera à expliquer aux Français que, s'ils se sentent frustrés d'un référendum, c'est à cause de la droite. L'échec de François Mitterrand se retournerait ainsi contre l'opposition.
Troisième question, enfin, RPR et UDF ont montré leur division et la majorité a desserré l'étau dans lequel elle était prise au début de juillet. Le résultat n'est pas négligeable, mais il est insuffisant. Comment le président de la République peut-il aujourd'hui reprendre l'initiative? Une chose est sûre, la bataille de l'été ne tournera vraiment à son avantage que si, à l'automne, la querelle scolaire, qui ne l'oublions pas est à l'origine de tout, s'apaise durablement. Nous ne sommes donc qu'à la première étape de la contre-offensive politique lancée par François Mitterrand le 12 juillet. Décision plus rapide que prévu dans le conflit Citroën. Hier soir, vous le savez, la CGT demandait au pouvoir public d'attendre la fin du mois pour se prononcer sur le plan de la direction adopté hier par le comité d'entreprise. Le ministre du Travail rend son verdict dès aujourd'hui. 1950 cas de contrats orientation qualification sont acceptés sur les 2937 demandés par la direction. Martine Gilson. Le gouvernement n'a pas traîné, et ce, pour 3 raisons. D'abord, la direction a fait des concessions. Début juillet, il n'était pas question pour elle de parler formation. Aujourd'hui, Citroën accepte de remplacer les licenciements par 10 mois de formation payés à 70% pour les salariés concernés. Deuxième raison, les salariés de Citroën sont en vacances, et cela donne le temps à la direction de mettre son plan en place et d'envoyer les lettres aux intéressés. Troisième raison, puisque les salariés sont en vacances, il n'y a pas pour le moment de réaction violente à attendre du côté des usines. Cela dit, le gouvernement prend 2 risques. Le premier, celui de mécontenter la direction de Citroën, puisqu'il ne la satisfait pas totalement. Deuxième risque, la CGT. Soit celle-ci est d'accord avec ce plan, et elle prépare ses troupes à l'accepter d'ici la rentrée. Soit elle n'est pas d'accord, et c'est l'inconnu de la rentrée. André Sakharov dans sa chambre d'hôpital à Gorky, son épouse Elena Bonner dans une rue de la ville. Ce sont les images que vend à prix d'or un journal ouest-allemand qui les a obtenues du fameux journaliste soviétique Victor Louis, proche du KGB. Selon la belle-fille du couple qui a vu ces images aux États-Unis, l'académicien dissident apparaît très vieilli, très changé et sans doute drogué. L'unité de la semaine de la résistance du martyr Khalagi. Telle est l'appellation mystérieuse dont se réclame le mouvement iranien qui, en plein centre de Téhéran, aujourd'hui a fait exploser une bombe de très forte puissance. Bilan provisoire, 18 tués au moins et 300 blessés. Daniel Lecomte. Il faut remonter au 1er octobre 1982 pour trouver trace en Iran d'un attentat aussi meurtrier. Ce jour-là, il y avait eu 80 morts et la tête du régime islamique avait été décapitée. Rien de cela ce matin sur la place de la gare centrale de Téhéran. L'attentat qui a fait 18 morts n'avait pas de cible précise, il était fait pour tuer et tuer aveuglément. 25 kilos d'explosifs déposés dans une voiture stationnée sur cette place et mis à feu à 8h50, heure à laquelle se pressent habituellement voyageurs et petits marchands. L'explosion pulvérisera tout dans un rayon de 300 mètres. Quelques heures plus tard, l'attentat est revendiqué dans un coup de téléphone à l'AFP de Téhéran par le groupe de résistance du martyr Khalagi, une organisation inconnue à ce jour. Un attentat que condamne en revanche l'opposition iranienne en exil. Pour elle, il s'agit d'un épisode de plus dans la guerre que se livrent les factions au pouvoir à Téhéran. Cet après-midi, Radio Téhéran se bornait à rappeler de son côté que l'attentat coïncide, je cite, avec les victoires de l'armée iranienne à l'ouest du pays, une manière de désigner les Kurdes iraniens en rébellion armée contre le régime de l'ayatollah Khomeini. L'Irak a annoncé aujourd'hui que son aviation avait atteint un objectif naval iranien au sud du terminal pétrolier de l'île de Karg. De l'autre côté de la péninsule arabique, en mer Rouge, les bâtiments de la marine française dépêchés sur les lieux doivent commencer ce soir du côté égyptien leurs opérations de déminage. En Israël, un mois après le scrutin ambigu qui avait renvoyé dos à dos les 2 principaux partis, le chef travailliste Shimon Peres paraît maintenant en mesure de former un gouvernement. Il vient en effet de recevoir l'appui du petit parti de l'ancien général Weizmann, mais un gouvernement d'union nationale reste possible. De Jérusalem, Charles Anderlin. Ezer Weizmann. Il y a 7 ans, ce général d'aviation conduisait le Likoud à la victoire. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense de Begin vient de conclure un accord avec les travaillistes. Il leur apporte les 3 sièges de sa liste indépendante.
Shimon Peres n'est pas encore capable de former un gouvernement, mais grâce à Weizmann, il empêche le Likoud de former une majorité restreinte et le rejette quasiment dans l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord entre M. Weizmann et les travaillistes? C'est un bâton dans les roues pour une union nationale. On va essayer de voir ça ce soir. L'Union nationale a du plomb dans l'aile. Les travaillistes qui sentent le pouvoir leur porter exigent une majorité automatique dans un gouvernement élargi. Ils vont demander un nouveau délai de 21 jours pour former une coalition. Dans le pire des cas, ce sera un gouvernement minoritaire. Si on n'arrive pas à former un nouveau gouvernement majoritaire, eh bien, c'est à étudier cette proposition-là. Et si on arrive à former un nouveau gouvernement minoritaire, je pense qu'il y aura des élections en décembre ou bien début janvier. Pour l'instant, Shimon Peres n'a pas réussi à convaincre les petits partis religieux de se joindre à lui, mais en cas de nouvelles élections, les travaillistes espèrent qu'étant au pouvoir, ils réussiront à obtenir une majorité viable. Accident d'hélicoptère cet après-midi au Liban. Le chef d'état-major de l'armée libanaise, le général Hakim, d'origine druze, a été tué. Une disparition qui compromet davantage encore les efforts de pacification dans la région. Manifestation aujourd'hui en Afrique du Sud au lendemain de l'élection législative ouverte pour la première fois aux métis. La participation électorale n'a été que de 30%. Le gouvernement comme l'opposition crient victoire. Philippe Rochaud. Voici l'homme qui se présente comme le vainqueur des élections d'hier, Alan Hendricks, chef du Parti travailliste qui obtient l'écrasante majorité des sièges à la Chambre des Métis. Hendricks avait appelé les 900 000 électeurs métis à voter pour être représentés au nouveau Parlement, mais 30% seulement des électeurs sont allés aux urnes. Le ralliement d'Alan Hendricks à un système électoral préparé par le pouvoir blanc représente une faille dans l'opposition à l'apartheid. Le chef du Parti travailliste justifie son attitude en disant que pour lutter contre la séparation raciale, il faut s'installer à l'intérieur du système. Hendricks donne 5 ans au pouvoir pour mettre fin à la ségrégation raciale et il dénonce les 700 organisations anti-apartheid qui ont boycotté ces élections. Avec une chambre élue par 30% seulement de ses électeurs, la représentation de la communauté métisse restera limitée. Pour la première fois pourtant, des hommes de couleur font leur entrée au Parlement sud-africain, mais les Blancs restent toujours les maîtres du jeu politique. Aux États-Unis, c'est la nuit prochaine, à Dallas, que le candidat Ronald Reagan doit prononcer le discours-programme qui servira d'apothéose à la convention républicaine. Une convention orchestrée à la manière hollywoodienne, à défaut de surprise politique, puisque c'est à la quasi-unanimité que les délégués se sont prononcés hier pour le ticket Reagan-Bush. Jean-Marc Ilouz. Bannière étoilée haute de 10 étages, délire et euphorie, et pourtant ce n'était là que simple répétition générale pour l'arrivée hier à Dallas d'un président candidat bien préparé à devenir quelques heures après le candidat président du Parti républicain. Du parti de l'avenir de l'Amérique, à en croire un Ronald Reagan de 73 ans, mais plus souriant que jamais, plus péremptoire aussi dans sa dénonciation de ses rivaux. Une formule simple, Parti démocrate égale défaitisme, désespoir, déclin. Le vrai visage de l'Amérique éternelle ne peut être que celui du Parti républicain. Vote sans surprise, 2233, il y a eu 2 abstentions, 2233 délégués républicains désigneront d'un seul mouvement, c'est une entorse à la coutume, Ronald Reagan et George Bush comme candidats du Parti républicain au présidentiel de novembre. Comme c'est la coutume, c'est de leur chambre d'hôtel que les heureux élus ont suivi état par état le déroulement du vote qui devait assurer leur prévisible triomphe. Ce n'est que ce soir que le candidat vidéo se rendra à la convention en chair et en os pour y prononcer son discours-programme. Hier, c'était son épouse, Nancy Reagan, qui animait l'avant-dernier acte d'une offensive de charme minutieusement répétée et exécutée sans accroc. Le clou de la soirée d'hier et le paroxysme de l'émotion, ce fut la projection d'un film d'une dizaine de minutes, une histoire d'amour, commentée par le président Reagan lui-même, une histoire d'amour qui commence par un baiser de cinéma. Édouard Leur.
Dans les années 40, le premier film de Ronald Reagan et Nancy Davis. I want to hear it once more. I'm going into the surplus business. Acting would soon be an Dans les années 50, Nancy Davis, devenue Nancy Reagan. wife, the mother of our kids. I thought I had a public life before. Je croyais avoir une vie publique avant, mais ça a vraiment commencé quand Ronnie est devenu gouverneur de Californie. I do no exception. Do you further swear? He's given me a Il life. m'a fait vivre quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est merveilleux. This was in the press room. C'était dans la salle de presse, une des nombreuses conférences de presse. Je vois à ma mine que c'était une question sérieuse. Mais sur le côté, à ma grande surprise, il y avait Nancy avec un gâteau d'anniversaire. With a birthday cake. It was my birthday. I can't imagine life without her. Je ne peux concevoir la vie sans elle. If I don't see her each day, I miss her, my Nancy, with a laughing face. La voix de Frank Sinatra. C'est donc la nuit prochaine que se terminera la convention de Dallas avec le discours de Ronald Reagan. Le candidat a commencé sa journée par un petit déjeuner de prière où il a insisté sur l'importance de la religion en politique. Ce ne sont que des commérages, c'est en ces termes que Moscou dément les rumeurs publiées par un journal américain et selon lesquelles le numéro 1 soviétique, Konstantin Tchernenko, aurait été hospitalisé à Moscou pour des problèmes cardiaques. Officiellement, il est toujours en vacances. Olivier Anglade a 14 ans. Il est atteint de leucémie. Ses médecins, pour le sauver, voulaient greffer sur lui de la moelle osseuse prélevée dans sa famille, mais ni ses parents ni sa sœur ne se sont avérés compatibles et son frère, disparu depuis 3 ans, n'a pas répondu à leur appel. Olivier a été opéré ce matin à Nantes. On lui a greffé sa propre moelle osseuse, purgée et traitée. C'est une opération encore peu pratiquée en France. Martine Alain-Regnault a rencontré au centre anticancéreux de Lyon un jeune garçon qui a subi récemment le même type d'opération. Tu es malade ? Qu'est-ce que tu as eu? Tu sais me dire un petit peu? Piqûre. T'as eu des piqûres? Mais ça n'a pas fait très mal. Non. Où est-ce qu'on a pris la moelle? Partout. C'est-à-dire? Là? Tu peux me montrer? Là. Oui. Et... Là. Et puis encore où? Là. Dans le dos? Là. Et dans les jambes? Aussi? Partout alors? Tout ça pour Julien, c'est du passé. Pourtant qu'il eût cru, il y a 1 an, il était envahi de cellules cancéreuses. Faute de donneurs compatibles pour lui, sa situation devenait des plus critiques, à moins d'une autogreffe de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est cela. Du sang dans les os, le seul endroit du corps où l'on fabrique les globules rouges qui nous oxygènent et les globules blancs qui nous défendent. Donc sans moelle osseuse, pas de vie possible. On prélève dans les crêtes iliaques, antérieures et postérieures, dans le sternum et dans les 2 tibias. Ça peut durer de 1h30 à 2-3 heures. Ce que fait là l'équipe médicale est indispensable. Centimètre cube par centimètre cube, jamais plus de 2 à la fois, dans un balai incessant de seringues, les médecins vont mettre de côté de la moelle osseuse. En effet, il faut prévoir de quoi refaire des globules rouges et globules blancs après le traitement de choc de l'enfant, qui pour détruire ces cellules cancéreuses va malheureusement aussi tuer la moelle en place. Donc premier temps, on met de la moelle de côté. Deuxième temps, on assène à l'enfant un traitement de choc qui détruit la moelle restante. Et parallèlement, on va purger en laboratoire sa moelle mise de côté pour la débarrasser des cellules cancéreuses sans tuer les cellules mères des globules. Plusieurs techniques de purge existent. À Nantes, c'est par la chimie. À Lyon, ici, c'est par aimantation. Dans tous les cas, le principe est le même. La moelle contient des cellules normales et cancéreuses.
On va d'abord faire un traitement général qui abaisse au minimum le taux de cellules cancéreuses sans abîmer les cellules normales souches du sang. Puis on adjoint des substances qui vont se coller uniquement sur les cellules anormales. Et c'est sur ces sortes d'hameçons que l'on va agir, soit pour les tuer sur place par chimie, soit pour les extraire avec des aimants. La moelle purgée est alors présumée saine. Elle est conservée dans l'air liquide pour pouvoir être réinjectée par transfusion aux petits malades que le traitement de choc a privé de ses défenses. Sans cela, il avait peu de chances de vivre. Aujourd'hui, il en a davantage. Et avoir la mine de Julien et de sa mère, cela valait vraiment la peine d'essayer. C'est dans 3 semaines que l'on saura si l'opération pratiquée ce matin sur Olivier Anglade à Nantes a été concluante ou non. Double meurtre hier soir dans un cinéma de Lyon. Des gangsters ont tué de sang-froid 2 employés du cinéma pour la recette de la soirée qu'ils n'ont pas eu le temps d'emporter dans leur fuite. Inquiétude dans l'équipe de France de cyclisme. Bernard Hinault ne va pas bien. Il a abandonné aujourd'hui en plein tour du Limousin. Il souffre de maux d'estomac et il pourrait ne pas prendre part au championnat du monde sur route qui doit avoir lieu dans 10 jours à Barcelone. Il le dit à Patrick Montel. Je ne repars pas à cette étape du Tour du Limousin parce que c'est pas possible. Si c'est encore pour puiser plus dans ses réserves parce que c'est quand même une course qui est dure, c'est pas la peine. Autant essayer de récupérer et puis quelquefois avec du jus, parce qu'on retrouve vite du jus, sur 2 jours ou sur une journée, on peut être présent. Alors ça va peut-être remettre en cause votre participation au championnat du monde de Barcelone? Ça, je prendrai la décision, disons quelques jours avant d'y aller, mais si j'ai pas toutes mes possibilités, c'est pas la peine d'y aller. Je crois qu'il faut pas aller pour faire la figuration. Vous comptiez pourtant beaucoup sur cette course. C'était important ces championnats du monde pour vous? Je crois que toutes les courses sont importantes. Surtout un championnat du monde ou même une classique. Quand vous l'avez bien préparé, vous avez toujours envie d'être présent. Et si vous n'avez pas tous les moyens, c'est pas la peine. En tout état de cause, c'est le vainqueur du Tour de France, Laurent Fignon, qui conduira la formation française en Espagne. Nouveau record du monde de natation, battu à Moscou au cours des Jeux de l'Amitié. L'Allemande de l'Est, Sylvia Gerach, a mis 1 minute 8 secondes 29 centièmes à parcourir 100 mètres en brasse. Elle améliore de quelques centièmes de seconde le précédent record détenu par une autre Allemande de l'Est. Philippe Poupon sur Fleury-Michon, toujours en tête de la Transat Québec-Saint-Malo. Il est suivi de près par Charente-Maritime de Jean-François Fontaine et Pierre Follenfant qui ont battu le record de la plus grande distance réalisée par un voilier en 24 heures à plus de 35 km/h de moyenne, record détenu jusqu'ici par Eugène Riguidel. Les résultats du quartet de Vincennes, les voici: le 8, le 10, le 6, hélas. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre: 47 538 francs, dans un ordre différent, 3 961 francs 50. Et maintenant, Alain Gillot-Pétré va nous parler du temps. Oui, j'ai pas de très bonnes nouvelles. Oui, Bison futé, c'est très bien, mais enfin, c'est pas tellement ce qu'on attendait. J'ai pas de très bonnes nouvelles. En effet, une perturbation chasse l'autre. Regardez la photo satellite, si on la trouve. La voici. En effet, voici la perturbation d'aujourd'hui qui s'évacuera très lentement vers l'est. Voilà, je vous le disais. En revanche, vous avez cette deuxième qui arrive derrière, qui est moins active. Le problème, c'est qu'elle va quand même traverser. Elle est prise dans une sorte de toboggan d'altitude qui fait descendre les perturbations par le nord-ouest et remonter vers le nord-est. Résultat des courses, une carte sinistre. Regardez-la, la voici. Sur l'est, le matin, une bonne partie de l'après-midi, encore des orages, des pluies, un peu de soleil sur la Corse. Ensuite, une tranche de soleil, malgré tout, avant l'arrivée de la deuxième perturbation qui, le soir, gagnera le nord, le bassin parisien, le massif central, les Pyrénées, avant d'aller plus loin, le lendemain vers le nord-est. Elle se situera le matin sur l'ouest avec des orages, pas très active, des ondées moins actives que la perturbation précédente. Sachez qu'il est tombé 250 mm d'eau à Millau ces derniers jours. C'est énorme. Baromètre en baisse, thermomètre stationnaire. Mais on garde déjà la température, c'est toujours ça. De 21 à 26 degrés sur la moitié nord, toujours assez bon dans le nord-est, et de 23 à 29 degrés sur la moitié sud, un petit quelque chose en plus sur la Corse. 29 degrés, on est avec 28 aujourd'hui. Demain, c'est le vendredi 24 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h55, couché 20h49. C'est la Saint-Barthélemy. Bonne fête les Barthélemy. Enfin,
demain les conseils de Bison Futé pour les départs de demain, ou plutôt les retours sur la région parisienne. Ne quittez pas les côtes méditerranéennes entre 6h et 15h demain. Il vaut mieux que vous partiez avant ou vous partiez après. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Et pour le mieux. À 23h10, c'est Jacques Segui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère. Demain à 20h, vous retrouverez Hervé Claude. Très bonne soirée, à bientôt.